Quand il y a des taux élevés, par définition, ça veut dire qu'il y a un risque. Un risque qui est d'autant plus élevé que le taux est élevé. Par définition, quand la situation est compliquée, on achète en dessous, pas au-dessus. Quand vous voyez 10%, posez-vous la question. Oui, soit c'est une arnaque, d'où ça soit vient. ils profitent de cet avantage-là. Mais est-ce que cette politique de bonus ne va pas nous mener à trop de bonus qui tuent le bonus ? L'immobilier montait jusqu'au jour où il est descendu. Ni les actions, ni les obligations étaient positifs. C'était le moment d'acheter. Est-ce qu'un système par capitalisation peut remplacer notre système par répartition ? Ça veut dire qu'il faudrait que ceux qui travaillent, il faudrait qu'ils payent la répartition d'aujourd'hui, donc ce qu'ils payent déjà, et la capite demain. Donc ça ferait x2. En plus, ils ne payent pas 2 fois, ils payent 3 fois. Parce qu'en plus, ils payent la CSG et la CRDS pour rembourser les dettes du passé. Le message, c'est diversifier. Profitez de chaque opportunité d'épargne que vous avez pour mettre un peu sur la capitalisation. Si on t'annonce 8, la rentabilité moyenne attendue, c'est peut-être 4, c'est peut-être 5, c'est peut-être 0. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast qui rend la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires et pour vous donner les clés pour comprendre et agir sur la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Collignon, qui est président de l'APECI et senior advisor pour des compagnies d'assurance. Bonjour Daniel. Bonjour Mathieu. Avec Daniel, on va vous dire comment investir autrement grâce à l'assurance vie, un placement qui est vraiment privilégié par les Français grâce à son cadre fiscal avantageux, son large choix de support financier et sa souplesse. Le podcast, mon podcast patrimoine, est préparé avec TSMF Agence, tout sur mes finances. Je suis Mathieu Berthaud, directeur général et cofondateur de Mon Partenaire Patrimoine. Mon podcast Patrimoine, saison 2, épisode 3, c'est parti. Alors, Daniel, tu étais venu il y a 1 an pour partager avec nous ta connaissance du marché et tu nous avais dit des choses qui nous avaient marqué, notamment que sur l'immobilier, c'était le moment d'acheter. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Tu sais, Mathieu, on dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. C'est vrai. En l'occurrence, le canon tonne depuis un certain temps. Et si on revient à l'année dernière, où j'ai dit c'est le moment d'acheter, je pense toujours la même chose. Simplement, je pensais que le marché repartirait plus vite. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas reparti plus vite ? Je pense qu'il y a 2 raisons fondamentales. La première, c'est l'environnement économique et politique, qui est quand même plutôt désastreux. Je ne ferai pas un dessin. Et la deuxième raison, ce sont les asset managers qui travaillent sur l'immobilier, qui n'ont pas eu le courage de baisser suffisamment le prix des parts de SCPI, en particulier celles qui sont bloquées. On se retrouve dans une situation où même ceux qui ont baissé proposent aux acheteurs d'acheter toujours au-dessus de la valeur d'expertise des biens immobiliers. Par définition, quand la situation est compliquée, on achète en dessous, pas au-dessus. Donc oui, on peut toujours continuer à acheter parce que ça ne montera pas forcément l'année prochaine, peut-être pas forcément l'année suivante, mais on a un prix d'achat très clairement. Qui est intéressant, oui. Et alors justement, dans l'offre qui est très large en SCPI, il y a beaucoup de nouvelles SCPI qui sont lancées ces dernières années. Il y en a encore qui se lancent assez massivement. Il y a aussi des SCPI anciennes qui ont des heures de gloire et qui ont connu des difficultés, qui cherchent à se réinventer. Est-ce qu'il faut être encore plus sélectif ? Qu'est-ce qu'il faut regarder en particulier d'après toi, Daniel ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'information sur les SCPI n'est pas claire, n'est pas suffisamment claire aujourd'hui. Lorsqu'on achète une SCPI, on ne connaît pas bien son patrimoine, on ne connaît pas bien ses locataires. Il faudrait qu'il y ait un tiers externe qui analyse les SCPI, qui soit capable de noter une SCPI. Alors, pas forcément une note unique, mais une note en fonction de la qualité du bien, de la qualité des locataires, des perspectives d'évolution, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. Malheureusement, j'ai essayé d'en susciter, mais je n'ai pas trouvé. C'est quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme pas suffisamment intéressant par les experts pour se lancer dessus. Alors ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est les nouvelles SCPI. Les nouvelles SCPI qui annoncent... elles sont toutes diversifiées, parce qu'avant c'était la mode d'avoir des SCPI spécialisées. Aujourd'hui la mode c'est les SCPI diversifiées parce qu'elles véhiculent un langage qui n'est pas complètement idiot d'ailleurs, on s'en fout, mais qui dit je vais acheter les biens qui se présentent parce que ce bien-là est intéressant. Alors, ce ne sera pas forcément, de moins en moins du bureau, mais ce ne sera pas forcément un entrepôt, de l'habitation, du commerce. Ça sera le bien qui est intéressant, à un endroit intéressant. Alors oui, c'est constructif comme approche. Il faut regarder juste 2 choses. La première, c'est l'emplacement des biens. Il fut un temps où on disait l'immobilier, c'est l'emplacement et 3 critères. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de biens qui sont achetés avec un locataire, un bon loyer, mais qui sont en 3e couronne
d'une capitale d'un pays un peu secondaire dans l'Europe. Est-ce que le jour où le locataire, qui aujourd'hui est très bien, il n'y a pas de problème, mais le jour où ce locataire s'en ira, quelle sera la valeur du bien? La question est posée. Bon, cela étant, certains fonctionnent depuis plusieurs années comme ça, de manière satisfaisante. Il y a un deuxième critère qui, lui, m'embête plus, c'est les SCPI en forte croissance, et en particulier celles qui se créent, parce qu'elles bénéficient d'un phénomène que les professionnels connaissent bien, mais dont, à ma connaissance, aucun journaliste ne s'est emparé aujourd'hui, qui est le délai de carence de jouissance. Aujourd'hui, lorsqu'on achète une SCPI, on a plusieurs mois sans loyer. Alors, quand vous avez 2 acheteurs pour 1 en stock, la rentabilité pendant ces plusieurs mois des 2 acheteurs va se reporter sur le 1 en stock. Et ça permet d'avoir des rentabilités faramineuses, parfois supérieures à 10%. Quand vous voyez 10%, posez-vous la question. Soit c'est une arnaque, d'où ça soit vient. ils profitent de cet avantage-là. Tu as raison, il faut savoir décoder un petit peu à ce niveau-là. Et par rapport à ça, c'est important aussi, d'une part, de se renseigner en amont, de ne pas s'arrêter au taux qui est affiché facialement et qui est toujours, évidemment, mis de manière un peu avantageuse. Ça, c'est quelque chose qui marche sur un autre sujet que tu connais bien, qui est le sujet de l'assurance vie et des fonds en euros. Les taux de rendement qui sont annoncés, alors on est plutôt content pour les épargnants, bien sûr que les taux sur les fonds en euros est remonté ces dernières années. Il y a un effet de bonus de rendement qui est utilisé beaucoup par les assureurs. On a l'impression d'ailleurs que c'est un peu ça qui porte la collecte, qui se porte bien sur les contrats d'assurance vie. Tant mieux encore une fois pour les épargnants. Mais est-ce que cette politique de bonus ne va pas nous mener à trop de bonus qui tue le bonus? Déjà, il faut comprendre où est prélevé le bonus. En général, le bonus, va au-delà des résultats du fonds euro. D'ailleurs, même le taux de base du fonds euro en ce moment est souvent un peu boosté. Et donc, ce bonus est prélevé sur les réserves de participation aux bénéfices qui ont été constitués les années précédentes. Donc, un jour, ces réserves n'existeront plus parce que, par définition, même celles qui sont les plus importantes, si on prélève régulièrement chaque année dessus, elles finissent par diminuer et voire, dans certains cas, à s'annuler. Donc, il va y avoir une limite sur cette politique. Et puis, il y a une deuxième limite qui est pour les assureurs la rentabilité. Lorsqu'un assureur vend un fonds euro à son client, sur toute la durée de vie du contrat, il va gagner l'équivalent de 3 à 5% du versement du client. D'accord. Imagine qu'il donne 2 fois 2% de bonus, il a consommé 100% de son bénéfice potentiel. Il y a un deuxième point, c'est qu'il il ne faut pas succomber à la tentation du fonds euro bonusé, parce que c'est vrai qu'un assureur va vous dire, avec mon bonus de 2%, plus des bricoles parce que tu as suffisamment de parts aussi, ou ainsi de suite, tu vas avoir une performance finale de 4,5 ou 5%, ce qui est extrêmement attrayant. Et cette performance, on va l'avoir 2 ans max, en moyenne 1 an et demi, puisqu'on souscrit au milieu d'une année en moyenne. Et donc, après, on va retomber sur le taux de participation au bénéfice normal. Et moi, je préfère quelqu'un qui ne donne pas de bonus, mais qui donne, par exemple, 3,5% depuis plusieurs années, dont on a le sentiment que ça va durer, plutôt que quelqu'un qui me donne 4,5 ou 5, et qui, dans 2 ans, va retomber à 2,5. L'assurance vie, c'est un placement de long terme. Tout à fait. Et donc, on va rapidement perdre ce qu'on a gagné pendant 2 ans. Alors effectivement, ça peut être intéressant quand on se dit je vais prendre le bonus et puis dans 1 an et demi, en fonction des conditions de marché, je vais me réorienter vers d'autres supports en unité de compte, en UC, comme on dit, pour aller diversifier mon épargne et saisir des opportunités hors fonds en euros. Ça peut avoir un intérêt, mais sinon, effectivement, tu as raison. Il ne faut pas oublier l'historique de rendement et se dire que même s'il y a un bonus très très alléchant, il faut quand même lire un petit peu la performance de long terme, le rendement de long terme de ce fonds en euros. Mais tu as raison, il y a certains clients et certains de leurs conseils qui ont effectivement cette capacité d'inscrire ça dans une stratégie à moyen terme. Il y en a quand même beaucoup qui se font avoir par le taux à court annoncé terme, et qui ne réfléchissent pas à ce qui se passera derrière. Oui, mais tu as raison, c'est une bonne clé de lecture, d'autant plus que l'assurance vie, ça n'est pas que le fonds en euros, même s'il y a encore, je crois, à peu près 3/4 des encours en assurance vie qui sont en fonds en euros, ce qui
non pas pose problème dans l'absolu, mais sur une approche de long terme, rester investi sur du fonds en euros, même si ces dernières années, tu le soulignes assez régulièrement, ça reste quand même un très bon placement. Il faut aller vers de la diversification. Et c'est là où c'est intéressant en termes d'investissement. Et pour investir autrement, il y a toute une palette qui est très intéressante. Les actifs traditionnels, les fonds en actions, les fonds en obligations. Et puis, depuis quelques années, et même pour certains assureurs innovants que tu dirigeais à l'époque, de nouveaux actifs, l'immobilier, en pierre-papier, en SCPI, le private equity, donc les actions d'entreprises non cotées. Actions, ou je te rappelle, prêts. Tout à fait, ou prêts, puisqu'on va parler de dette privée tout à l'heure, c'est vrai, tu as raison. Tous ces nouveaux modes d'investissement dans des sous-jacents très diversifiés, qui vont du plus sécurisé au plus dynamique, avec un potentiel de rendement sur le long terme, c'est ça ce qui fait la richesse de l'assurance vie, liquide à court terme, mais avec un gros potentiel à long terme. Un sujet qui revient souvent, c'est le private equity. On entend beaucoup, notamment les promoteurs de private equity, de fonds de private equity, dire qu'il faut démocratiser le private equity. Alors, moi j'ai la conviction qu'il faut surtout beaucoup de pédagogie avant de parler de démocratiser. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as été vraiment avant-gardiste sur le fait d'intégrer le private equity dans l'assurance vie? Oui, tu as raison. J'ai toujours été convaincu que priver les clients particuliers, en particulier ceux qui sont dans la population normale, hein, je mets de côté les grosses fortunes qui sont dans le private equity depuis très très longtemps, ou les anglo-saxons pour lesquels les plans de retraite ont largement investi dans le private equity. Mais priver le particulier d'un placement dont la rentabilité annoncée était entre 12 et 15%, et c'était pas normal, quoi. Il faut relativiser. 12 à 15%, c'est la rentabilité effective du private equity entre le moment où tu investis réellement dans le fonds et le moment où tu sors du fonds. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça pour un particulier. Un particulier va mettre tout de suite 100% de son investissement. Et cet investissement, il va être appelé pour une partie au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, voire au bout de 4 ou 5 ans. Ça veut dire que pendant ces années-là, la moitié de son placement, en gros, sera constituée de monétaire. Donc, évidemment, ça dilue terriblement la rentabilité finale de l'opération. D'un autre côté, quand on vend au détail, la vente au détail coûte forcément plus cher que la vente en gros. C'est partout comme ça. Oui, c'est une règle, tout à fait. Et dans les faits, le client particulier qui va sur le private equity, il sera plutôt dans une tranche de 5 à 8% que les 12 à 15% que l'on vend pour les investisseurs, même si, in fine, il investit dans le même fonds. Donc, mais 5 à 8%, ça reste déjà pas mal, attrayant. Bien sûr. Par rapport à l'inflation, par rapport au rendement du fonds euro, c'est un vrai bonus, y compris par rapport au fonds euro bonusé. Oui. Et tu as raison, ça participe aussi de la diversification, la décorrélation, on dit, entre les actifs cotés qui vont profiter et subir des effets de marché, qui sont d'ailleurs parfois irrationnels. On parle de l'irrationalité des marchés financiers. Là, le private equity, on va plutôt être sur vraiment la valeur intrinsèque de l'entreprise non cotée. Et tu évoquais juste avant la différence à faire entre le private equity et les fonds de dette privée. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est et ce que ça crée comme opportunité? Oui, alors sur le private equity, il y a 2 grands domaines. Après, il y a plein de sous-domaines, mais le premier, c'est investir dans les actions de l'entreprise. Et le deuxième domaine, c'est prêter à l'entreprise. Alors, souvent, les deux sont inclus, mais il y a après des fonds qui se sont spécialisés dans l'un ou l'autre domaine. Alors, les fonds de dette, comme on les appelle, présentent aujourd'hui un intérêt majeur, c'est leur rentabilité. Aujourd'hui, lorsqu'on prête à une entreprise normale, le banquier souvent sort de ce type d'offre, et c'est un prêteur qui prête à 8 ou 10% avec certaines conditions qui sont censées être plus rigoureuses, plus protectrices que celles des banquiers. Alors, il faut faire attention parce qu'on a vu ces derniers temps, il y a des emprunteurs qui ont fait défaut, voire même, et auprès de très grands intervenants du marché, voire même des emprunteurs qui avaient falsifié tout depuis le début, donc emprunté sur du vent. D'accord, sur des fausses déclarations, oui, en tout cas... fausses entreprises et faux résultats. D'accord, des faux résultats, C'est quelque chose d'assez fort. Bon, ça arrive couramment, malheureusement,
Dieu merci, pas suffisamment pour remettre en cause mais c'est un point de l'intérêt vigilance. de ce genre de produit. Mais il ne faut pas imaginer que c'est 100% sûr. C'est comme, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais comme les fonds à échéance obligataires, les fonds à échéance obligataires, aujourd'hui, il n'y a pas eu de défaut, enfin, en tout cas à ma connaissance. Il y en aura forcément. Les entreprises, même les meilleures, il y en a qui disparaissent. C'est parce que le monde a changé, parce qu'elles ont un problème de trésorerie, parce qu'il y a une fraude. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire disparaître une entreprise. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Quand il y a des taux élevés, par définition, ça veut dire qu'il y a un risque. Un risque qui est d'autant plus élevé que le taux est élevé. Donc, fatalement, un jour ou l'autre, ces risques se produiront et toutes ces opérations ne sont pas vouées à avoir le même succès. Pour le moment, ça se passe bien, tant mieux. Oui, et c'est aussi pour ça que c'est important d'investir dans plusieurs classes d'actifs. Il faut regarder une approche globale de ces investissements. Alors, un des intérêts de l'assurance vie, une enveloppe que tu connais extrêmement bien, c'est de pouvoir réunir au sein d'un même contrat, ou dans plusieurs contrats d'ailleurs, des classes d'actifs très différentes, avec des objectifs évidemment différents, un horizon d'investissement différent en fonction de ces projets. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait l'objet d'une vraie pédagogie. Nous, on trouve que c'est quelque chose qu'on voit et sur lequel on est d'ailleurs davantage sollicité par les clients qui s'informent. On a ces actifs tangibles, le private equity, l'immobilier, la dette privée. Un des avantages de l'assurance vie, c'est justement, dans cette enveloppe, d'offrir de la liquidité, c'est-à-dire le fait que les capitaux soient disponibles à tout moment, en fait, pour l'épargnant, pour l'investisseur, alors que les sous-jacents, l'immobilier, le private equity ou la dette privée, par essence, ce sont plutôt des actifs illiquides. Est-ce que pour toi, ça, c'est un élément qui participe de la démocratisation de ces modes d'investissement? Est-ce qu'il faut faire là aussi attention? C'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là? Écoute, avant de répondre à ta question, je voudrais rajouter un domaine d'investissement qui me semble tout à fait fondamental. Ce sont les infrastructures. Oui. Les infrastructures, c'est assez peu développé aujourd'hui sur le marché français, en tout cas en tant qu'UC. Il y en a quelques-unes, mais qui sont souvent des UC propriétaires. Et pour moi, les infrastructures, c'est la clé de l'investissement de demain. Il y a tellement d'investissements à faire dans tous les domaines que, évidemment, les États sont absolument incapables de les financer, surtout dans leur situation actuelle. Et il faudra forcément faire, d'une manière ou d'une autre, appel à l'épargne publique pour financer les routes, l'énergie, la télécommunication. Tout ça. Et tu nous en avais parlé, effectivement, lorsque tu étais venu pour la première saison. Tu étais d'ailleurs un peu le parrain de la première saison de ce podcast. Et tu avais pointé cette importance d'investir à long terme sur les infrastructures. Tu vois, juste titre. Contrairement à l'immobilier qui n'a pas encore redécollé, les infrastructures sont en train d'arriver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour répondre à ta question, effectivement, la problématique de ces placements non cotés, c'est par définition leur liquidité. Même si les problèmes de liquidité peuvent se produire aussi sur des fonds cotés. C'est vrai. Des actions cotées. C'est vrai. Mais moins. Et donc, le fait de passer par l'assurance permet de répondre à ce besoin de liquidité. On l'a vu sur l'immobilier, où ces 2 dernières années, les assureurs ont finalement ravalé beaucoup de parts immobilières sans pouvoir les céder sur le marché, mais au bénéfice des clients concernés. Donc, c'est un vrai point positif, qui peut poser des problèmes plus globaux en termes de liquidité chez les assureurs, mais ça reste quand même relativement marginal dans leurs actifs. Mais ça, c'est un point important. Alors, liquidité, il faut aussi regarder les choses. La liquidité n'est pas totale. Souvent, lorsqu'on parle de liquidité sur des produits non cotés, c'est une liquidité en cas de rachat total, en cas de décès, mais qui n'intervient pas forcément en cas de rachat partiel ou pour lesquels les arbitrages sont limités. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des assureurs qui ont eu des approches, je dirais malines, mais c'est pas péjoratif, mon terme, mais qui ont dit c'est liquide et c'est possible tant que c'est liquide. Par contre, si un jour le marché est bloqué, arbitrage et rachat partiel, c'est fini. Donc, mais donc il y a cette limite. Mais cette limite, c'est quand même un très gros atout par rapport à ce qu'on a connu avec le private equity, où à l'origine,
avec la loi dite Macron. Aujourd'hui, plus personne ne parle de la loi Macron, du nom de Macron, c'est notre sujet. Avec la loi Macron, on avait l'autorisation de rendre les parts de private equity en parts et non pas en espèces. En titres. Ça a été un échec total. Ouais. Personne ne voulait partir avec des parts. Alors, c'est pas la même chose si, par exemple, en family office ou avec des grandes fortunes, où là, on a des investisseurs qui, en échange de leur rentabilité, sont prêts à sacrifier la liquidité. Un particulier, en général, non. Alors, sur un petit bout, mais oui, pas globalement. Quand il veut récupérer ses capitaux, il veut ses capitaux, il veut de l'argent, et il veut pas des titres qu'il devra, lui, céder dans des conditions pas forcément évidentes ou incertaines, bien sûr. Mais surtout, s'il veut de l'argent, il veut de l'argent, quoi. Parce qu'il en a besoin, c'est pas pour avoir un placement non liquide à la place. Tout à fait. Et c'est intéressant, effectivement, et tu as raison de souligner l'apport des infrastructures. C'est d'ailleurs plus facile d'évoquer ces sujets-là parce que ça paraît plus concret que le private equity ou la dette privée. Effectivement, quand on dit on va investir dans un fonds qui va financer des projets de transition énergétique ou d'infrastructures sur les transports ou sur les télécommunications, c'est effectivement plus parlant pour l'épargnant. Une autre nature d'actifs de support financier qui sont proposés en assurance vie, beaucoup, ce sont les fonds structurés, les fonds à formule qui sont présentés, qui ont des sous-jacents, c'est-à-dire un moteur et une mécanique adossée soit à des produits actions, soit à des produits de taux. Commercialement, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est aussi intéressant pour l'épargnant ? Quels sont là aussi les points de vigilance à avoir ? T'en penses quoi sur ce sujet-là qui est extrêmement divers parce que l'offre est très étendue ? C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que dans les faits, depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années, ces produits ont connu un grand succès et surtout pour le client final. Le type de produit que l'on vend le plus, c'est ce qu'on appelle un autocall. Un autocall, on prend une référence, alors qui peut être un indice, mais qui peut être aussi un titre d'une entreprise, d'une seule entreprise. Et on dit, si l'entreprise, si la valeur dépasse le prix d'achat à certains anniversaires qui ont été prédéfinis, on vous rembourse votre mise plus 8% par an. Et de fait, sur ces dernières années, en moyenne, les fonds qui ont été remboursés, et c'est quand même la plupart, ont été remboursés au bout de 18 mois. Donc ça veut dire qu'au bout de 18 mois, le client touchait 8 plus la moitié de 8, c'est-à-dire 12 en moyenne. Il était content. Ça marche bien. Et ça fonctionne plutôt bien, à quelques exceptions près, donc depuis plusieurs années. Et donc il y a un fort engouement. Il y a un fort engouement. Il faut se souvenir qu'en 2008-2009, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les marchés ont baissé et tout le monde était bloqué. Voire certains sont sortis avec des pertes significatives. Donc, il faut aussi avoir un peu le souvenir du passé et se dire que tout n'est pas forcément, comme on dit, par l'évangile. Non, évidemment. Surtout quand c'est dit par le promoteur. Alors, évidemment, chacun va promouvoir la classe d'actifs sur lequel il est expert, il est spécialiste. Ce qui souvent peut, nous, c'est ce qu'on voit sur les questions qu'on a des clients, ce qui peut, je ne vais pas dire induire en erreur, mais en tout cas semer le doute, c'est quand on parle de capital garanti. On dit il y a un capital garanti. Oui, mais sous quelles conditions ? Est-ce que c'est total ? Est-ce que c'est partiel ? Est-ce qu'on a l'impression que quand ça part à la hausse, comme tu le dis, j'ai un coupon garanti, mais derrière, est-ce que mon capital est garanti si jamais ça se passe moins bien ? C'est tout ça, en fait, qui en fait un produit complexe. Et je pense que tu partages ce point de vue-là. Alors, c'est un produit complexe. Souvent, les formules sont complexes. Souvent, les indices sur lesquels reposent ces formules sont absolument incompréhensibles. Je suis d'accord. C'est une manière très, très simple. Moi, quand j'étais directeur général de Spirica, j'avais une logique très simple. Je disais, si je ne comprends pas la garantie d'un produit structuré, c'est même pas la peine de m'en parler, parce que si je ne comprends pas... Normalement, le client final ne devrait pas comprendre. Ce n'est pas son quotidien. Et même l'intermédiaire. Oui, aussi, il faut être honnête. Donc, effectivement. Par rapport à ça, il me semble manquer une couche d'expertise sur les produits structurés qui permettrait d'analyser les produits structurés et d'analyser la rentabilité attendue. Moi, j'ai deux critères qui me semblent extrêmement importants de communiquer, mais qui aujourd'hui n'existent nulle part. C'est, quel est le retour moyen attendu ? Le TRI. C'est pas la même chose si on dit le TRI est de... parce que
au début, on annonce un taux, on dit 8, mais il y en aura qui n'auront pas 8. Oui. Et puis même si on a 8 au bout de 3 ans, ça fait 24%, donc en intérêt composé, c'est moins que 8. Et en l'occurrence, si on t'annonce 8, la rentabilité moyenne attendue, c'est peut-être 4, c'est peut-être 5, c'est peut-être 0. Et ça me semble important de le dire. Il faut l'expliciter, je suis d'accord. Et la deuxième, c'est de dire quelle est l'espérance d'avoir un remboursement rapide, positif. Si tu regardes en théorie, alors parce que, évidemment, les marchés actuels ont démenti ce genre d'approche, mais l'immobilier montait jusqu'au jour où il est descendu. Par définition, Eh bien, tu t'aperçois que sur un produit de cette nature, la probabilité d'être remboursé avec le taux garanti au bout d'un an est peut-être de 30%. C'est bien. Au bout de la deuxième année, tu n'as plus que 8%. Et après, tu t'aperçois que ça passe à 0. Donc, tu as 38% de probabilité d'être remboursé au début. Et puis après, tu te retrouves avec des remboursements en fin de période. Et quand tu es en fin de période, la majorité des remboursements sont en négatif. Au bout de 10 ans, par exemple, effectivement. Donc, si quelqu'un rentre ce genre de produit en se disant, comme ça se passe en ce moment, en moyenne, au bout de 2 ans, j'en serai sorti, et il peut être durement affecté par un retournement au marché. Comme les marchés sont très hauts, la probabilité d'un retournement est plus forte. Voilà. Surtout à l'époque où on parle de la bulle sur l'intelligence artificielle et sur les valeurs technologiques. Effectivement, si le sous-jacent, ça va être un titre qui est valorisé très haut ou un indice type Nasdaq 100 qui va être aussi très haut, comme tu dis, il y a plus de probabilités mécaniquement qu'on parte à la baisse qu'on continue de monter. Mais ça... Oui, je me rappelle de la crise Internet de la fin du XXe siècle. Oui, c'est ça. où on expliquait qu'une valeur Internet, je pense à tous les distributeurs en ligne à l'époque, il y en avait plusieurs dizaines qui étaient sur les rangs pour démarrer. Et on expliquait que la valeur de l'entreprise était un multiple des pertes. Alors pourquoi un multiple des pertes ? Alors, il y a beaucoup de créativité dans la communication financière, encore maintenant. Et pourquoi un multiple des pertes ? C'est clair. Les pertes, ce sont des investissements. Les investissements, c'est de la valeur clientèle. La valeur clientèle, un client, ça vaut 3 000 €. Eh bien, vous multipliez le nombre de clients obtenus par 3 000 €, ou le nombre de clients qu'on va obtenir grâce à ces pertes par 3 000 €. Évidemment, c'est le nombre de clients, on ne le connaissait pas. Et ça fait une entreprise qui vaut des dizaines ou des centaines de millions dès maintenant, alors qu'elle n'avait pratiquement pas un client. Bon, avec l'intelligence artificielle, ça ressemble fort. On est un peu sur ces approches-là. C'est vrai, c'est présenté sous l'angle de l'investissement. Mais l'investissement, ça peut aussi être lu comme une perte. La difficulté, c'est de savoir, est-ce qu'on va gagner les parts de marché qu'on ambitionne ou pas ? Et d'ailleurs, tu soulignes à juste titre, il y avait beaucoup de candidats sur les rangs. Au final, peu d'élus. Et alors, ceux qui sont passés, ils ont pris des positions majoritaires et très difficiles à bouger. Mais effectivement, fallait pas avoir misé sur les autres. Oui, il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont devenus finalement des SS2I. Parce qu'ils avaient, à côté de la recherche de clients, ils avaient monté des systèmes intelligents pour avoir des relations avec ses clients. Et faute de clients, mais ils ont vendu le système. C'est un bon moyen de rebondir, effectivement. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'on parle des actifs un peu différenciants. Faut pas oublier non plus les actifs traditionnels où il y a aussi beaucoup de diversité dans les actions qu'on peut aller investir en direct, des titres, ça en assurance vie ou en plan d'épargne retraite, même ça peut être possible, les titres vifs. En ETF, c'est-à-dire les fonds indiciels, on va suivre un indice, le CAC 40, le S&P 500 américain, etc. En fonds gérés de manière active avec ce qu'on appelle le stock picking, donc la sélection de valeurs. Ça, c'est sur la partie action. Et puis sur la partie obligataire, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est une approche qu'on connaît moins. Les actions, ça parle un peu plus à l'épargnant. L'obligataire, c'est un peu plus difficile à appréhender. Il y a quelques raisonnements qui peuvent même être contre-intuitifs. Sur les fonds obligataires, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? Nous, on a identifié effectivement, et on n'est pas les seuls, des vraies opportunités qui ont bien marché pendant 2 ans sur les fonds obligataires datés, avec un rendement embarqué dans la mesure où on porte le fonds jusqu'à son terme. Quelle est ta réflexion par rapport à ces fonds-là, cette classe d'actifs obligataires ? Écoute, moi j'ai vu de très beaux investissements en obligations directes. Parce que acheter une obligation à une époque où
il y a, disons, un marché qui dysfonctionne, acheter une obligation qui rapporte un peu plus et dont on va toucher le résultat au bout de 8 ou 10 ans, ce qui est en général la durée d'une obligation, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et à une époque, c'était mieux que de rentrer dans un fonds euro. Tu as aussi tout ce qui est fonds datés, tu l'évoquais. Les fonds datés, on en a un peu parlé aussi en parlant de la dette privée. C'est, tant que tout fonctionne bien, ça fonctionne bien. Si un jour, il y a... Alors, l'avantage des fonds datés, c'est qu'en général, ils ont une grande diversification. Ils ont une cinquantaine de lignes, mais tu ne peux pas exclure qu'un jour, il y a un pépin économique et que sur les 50, il y en ait 5-6 qui lâchent. S'il y en a 5-6 qui lâchent, ça ne te rapporte plus rien, quoi. Il faut le savoir. Mais de toute façon, il n'y a pas de placement sans risque. En tout cas, le concept est intéressant parce qu'il permet de fixer un horizon et de fixer une rentabilité. Et quelle que soit l'évolution des taux dans ce cas de figure, tu sais qu'à l'horizon qui est fixé, tu toucheras, sauf défaut, mais tu toucheras la somme annoncée avec la rentabilité annoncée. C'est des produits qui sont intéressants. Oui, c'est effectivement assez lisible pour l'épargnant. Alors effectivement, il faut que ce soit bien présenté. Quand on parle de rendement embarqué, de quelles sont les natures de risque, il y a toujours un risque. Le risque de défaut, c'est-à-dire qu'un des émetteurs des obligations dans les 50, 100, il y a même 200 lignes obligataires dans certains fonds, c'est très diversifié. Si ça fait défaut, ça a un impact sur le rendement. Et puis, il y a toujours ce raisonnement un peu contre-intuitif de dire, si jamais les taux obligataires montent, la valeur des fonds obligataires descend. Ça, c'est toujours un truc tu as raison, mais au terme, tu auras le montant qui était annoncé à l'origine. De la même manière, c'est différent si les taux baissent. Parce que si tes taux baissent, ta valeur augmente. Et si ta valeur augmente, tu peux avoir intérêt à vendre avant le terme. Parce que tu sais qu'après, il n'y a plus rien à gagner. Et d'ailleurs, ça a été une des configurations, ça a été la configuration qui a été très intéressante depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, puisque après la remontée des taux très forte post-début du conflit en Ukraine, les taux étaient remontés très fort, ça a eu un impact très fort sur les fonds obligataires qui ont beaucoup baissé en 2022 avec les fonds actions. D'ailleurs, c'était assez compliqué puisque ni les actions ni les obligations étaient positifs. C'était le moment d'acheter. Exactement, c'était le moment d'acheter. Et ceci dit, l'immobilier d'ailleurs, sur cette année-là, fonctionnait encore très bien et était un bon actif, d'où l'importance de diversifier. Cette sensibilité au taux, c'est évidemment pas quelque chose de très naturel pour un épargnant particulier à qui il va falloir expliquer comment ça fonctionne et comment c'est intéressant d'en avoir. Et d'ailleurs, pendant des années, il n'y avait pas du tout de poche obligataire dans les allocations sur les assurances vie, etc. On passait par le fonds en euros en disant, c'est ça le placement quasi obligataire. Et tu as raison sur un point. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que tu avais proposé chez Spirica des obligations en direct. Nous, on trouve que c'est compliqué pour un particulier d'aller chercher une obligation en direct, sauf à ce qu'elle ait été présélectionnée et apportée avec un conseil adapté, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement aussi être un placement complémentaire pour un particulier. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une question de culture financière. Par exemple, en Italie, la dette italienne est détenue par les particuliers. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Ça existait en France aussi, mais il y a très longtemps. Depuis... les émetteurs ont trouvé plus pratique de vendre ça à des grands institutionnels par bloc, de plus chercher à toucher le particulier. Ça reviendra sans doute un jour. Donc il y a plein de façons, évidemment, plein de manières de diversifier ces placements. L'assurance vie permet d'en intégrer beaucoup. L'épargne retraite aussi. Tu as été aussi un des premiers à prendre ton bâton de pèlerin pour aller présenter l'enjeu d'avoir des placements d'épargne retraite engageant pour le particulier. Évidemment, il ne t'a pas échappé l'ensemble des débats et d'énormes créativités de nos parlementaires sur les enjeux de retraite. Il a été beaucoup mis en avant, le système par répartition, le système par capitalisation. Est-ce qu'un système par capitalisation peut remplacer notre système par répartition, par exemple ? Écoute, avant de te répondre à cette question, qui me semble être au cœur des débats actuels, je voudrais juste revenir sur les produits de retraite. Les produits de retraite ont un énorme avantage par rapport aux produits d'assurance vie, c'est qu'ils ont un objectif clair. Ce qui d'ailleurs permet d'intégrer dans ce type de produit des placements non liquides avec une rentabilité plus élevée attendue. Ça a été l'introduction du private equity, mais aussi de l'immobilier. Passons sur la crise actuelle, mais encore une fois, c'est le moment de rentrer. Et
ces placements de long terme qui n'ont pas à être mis en cause parce que par définition, on s'en servira après l'âge de retraite, sont particulièrement pertinents dans cette logique-là. Je ne dirais pas la même chose de l'assurance vie. La loi Industrie verte qui introduit cette gestion à horizon dans l'assurance vie me semble ne devoir pas rencontrer un succès. Non. Oui, c'est trop contraignant. C'est trop contraignant. Et puis lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance vie, c'est très rare qu'on réagisse en termes d'objectifs, de termes. En fait, l'assurance vie, sauf ceux qui l'ont pris pour préparer leur retraite ou leur transmission. Mais c'est pas aujourd'hui l'assurance vie, on le prend parce que c'est une forme d'épargne commode, liquide et rentable. Point. Le reste, d'ailleurs, il y a des organismes qui ont essayé de monter des systèmes de souscription d'assurance vie en fonction des projets et des objectifs en termes de temps. Ma connaissance, ça n'a jamais marché. Mais je vais revenir à ta question plus fondamentale et te citer quelques chiffres. Aujourd'hui, le montant des retraites versées, c'est à peu près, alors tu me feras grâce, des dizaines de milliards d'euros, mais c'est à peu près 350 milliards d'euros. Ouais. Donc, tu as celles qui sont en cours de service et puis celles qui sont en cours de provisionnement. Donc, si tu fais un calcul, celles qui sont en cours de service, leur durée de vie, c'est entre 10 et 15 ans, mais celles qui sont en cours de provisionnement, leur durée de vie, à partir du moment où tu prends ta retraite, c'est 25 à 30 ans. Donc, on va supposer que tout ça doit être provisionné sur, on va dire, une trentaine d'années, parce que ceux qui vont arriver, ils ont déjà cotisé, et ceux qui sont en cours de service, c'est pour provisionner 350 milliards d'euros. Ça fait à peu près, si tu fais entre 25 et 30 fois, pas loin de 10 000 milliards d'euros. D'accord. Bon, alors, je sais quand on raisonne en milliards, en centaines de milliards ou en milliers de milliards, ça ne veut plus rien dire. C'est ça, on sait juste plus. Pour bien qualifier le sujet, ça fait 2 fois, en gros, l'épargne financière totale des Français. Ou la moitié de leur patrimoine total, y compris immobilier, les entreprises, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est absolument hors de pensée. Ça n'a pas de sens de proposer ça. Surtout que si tu raisonnes en termes de financement, qu'est-ce que tu vas demander à ceux qui travaillent, qui sont déjà essorés par l'égoïsme des retraités et des futurs retraités? Et il faut appeler les choses un chat un chat. Hein. C'est aujourd'hui les retraités et tous les partis populistes qui les soutiennent sont en train de tuer l'activité économique et donc de donner un résultat qui sera encore pire pour les retraités, parce que à force de vouloir tout de suite, ils n'auront rien de main. C'est une vraie catastrophe. Mais si tu reprends donc le financement, si on voulait mettre un régime par capitalisation à plein aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait que ceux qui travaillent, et donc qui créent de la richesse pour financer tout ça quand même, il faudrait qu'ils payent la répartition d'aujourd'hui, donc ce qu'ils payent déjà, et la capite demain. Donc ça ferait x2. Ils payent 2 fois. Non, et en plus, ils ne payent pas 2 fois, ils payent 3 fois. Parce qu'en plus, ils payent la CSG et la CRDS pour rembourser les dettes du passé. C'est vrai. Donc, c'est une mesure. Alors, introduire la capitalisation en mode de remplacement, c'est de la démagogie, c'est raconter n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui le disent, malheureusement, mais c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas fait le calcul, c'est une approche politique. Mais ils s'en foutent du calcul. Ils véhiculent des idées juste pour... c'est dogmatique. C'est dogmatique. Évidemment, ça n'interdit pas d'augmenter progressivement la part de capitalisation en encourageant ce type de régime. Bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la capitalisation représente 2% des cotisations totales pour la retraite. Donc, tu vois, il y a du chemin à faire. Oui, clairement. Mais de manière plus globale sur la retraite, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tous ceux qui luttent contre la réforme, contre l'abrogation des 10%, enfin tout un tas de positions démagogiques et populistes qu'on entend aujourd'hui, ne font pas le calcul qu'en faisant ça, dans 3, 5, 10 ans, il y aura un effondrement des finances publiques, et qu'à ce moment-là, ce n'est pas ne pas indexer les retraites qu'il faudra, c'est les baisser de 20 ou 30%, un peu ce qui s'est passé dans les pays, dans les fameux PIGS de l'époque. Hein. C'est ça, tout le monde l'oublie. Je dirais, personne n'en a rien à faire, malheureusement, parce que le seul objectif, c'est d'avoir un électeur de plus. Oui, et puis tu as raison de remettre ça en contexte. Les fameux PIGS, ce n'était pas un acronyme
c'était assez percutant, mais c'était pas très flatteur pour c'était Portugal, Italie, Grèce et effectivement et l'Espagne. On regarde aujourd'hui où ils en sont. Effectivement, il faut prendre un peu de recul et ne pas sacrifier l'avenir au présent en disant oui, il n'y a qu'à passer en capitalisation. D'ailleurs, tu évoques les postures politiques ou syndicales, qu'elles soient professionnelles ou autres. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Effectivement, le devoir qu'on peut avoir, c'est de faire de la pédagogie sur le fait de dire oui, la démographie n'est plus la même qu'au moment où le système par répartition a été mis en place. Et donc, il faut en tenir compte. Et on ne peut pas rester sur une formule magique de répartition qui est un totem ou un âge légal de départ en retraite, un âge minimum, qui devient aussi inamovible d'une certaine façon ou qui devient un objet politique si on veut le monter ou le descendre. Là, comment tu penses, c'est un peu plus général, mais comment tu penses que nos métiers, aussi bien assureurs que conseillers, peuvent porter ce message-là auprès des épargnants, qui soient à proximité de l'échéance ou au contraire, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, qui soient en début de carrière et qui se disent moi j'ai compris que j'aurai pas de retraite, il faut que je capitalise tout à mon niveau. C'est quoi le message peut-être essentiel à leur donner? Je pense qu'il faut être honnête par rapport à ces épargnants. Le fait de dire que la répartition va disparaître, c'est un mensonge. Bon, certes, la rentabilité sera peut-être moitié moindre, mais même moitié moindre, c'est pas zéro. Et dans les autres pays européens, les régimes de retraite gérés par répartition ne donnent pas le résultat qu'on a en France. C'est très inférieur. Donc, c'est pas illogique que les régimes par répartition délivrent moins. Aujourd'hui, ils délivrent trop. Mais va expliquer ça aux retraités et à ceux qui les soutiennent. Bien sûr. C'est un peu compliqué. Le message, c'est diversifier. Profitez de chaque opportunité d'épargne que vous avez pour mettre un peu sur la capitalisation. Si les 2% prenaient 1% par an, c'est beaucoup 1% par an. Ça veut dire que la première année, il faut augmenter de 50%, la deuxième de 33% quand même. Hein. Bon, après, c'est plus tranquille, mais quand même. Mais ça veut dire que dans 10 ans, au lieu d'avoir 2%, on aurait 12%, ce qui serait très significatif. Bien sûr. Bon, évidemment, ce ne serait pas un partage. Et puis, ces 10%, il faudrait les payer en plus de ce qu'on paye aujourd'hui. Et qu'au moins ceux qui ont les moyens de le faire et qu'on peut encourager de faire, le fassent. La vraie problématique dans tout ça, c'est que ceux qui ont les moyens d'épargner ne sont pas forcément ceux qui seront les plus défavorisés en matière de retraite. Et on a toujours la logique des retraités pauvres. Et ça, c'est très difficile à sortir parce que même s'ils avaient voulu, en général, s'ils sont retraités pauvres, c'est qu'ils étaient salariés ou entrepreneurs pauvres et qu'ils n'auraient pas eu les moyens d'épargner. Le système, je termine sur ce point-là, le fait de donner un avantage fiscal au père est pertinent parce que c'est un moyen de l'encourager. Mais il vaudrait mieux donner un avantage fiscal fixe qui serait versé, y compris à ceux qui ne payent pas d'impôts, plutôt qu'une déductibilité du revenu imposable. Tu donnerais 25% à tout le monde. Peut-être que certains qui sont juste à la limite feraient l'effort d'épargner, alors qu'aujourd'hui, s'ils sont pas imposés... L'économie d'impôt ne va pas les déclencher à aller là-dessus. Très bien. Écoute, Daniel, un grand merci pour, encore une fois, ton intervention à la fois pleine de technicité et aussi avec un regard, on l'a vu, où tu as pris de la hauteur par rapport aux enjeux des épargnants, là où on peut utiliser des produits et des placements très riches de choix. On a parlé de l'assurance vie, tu as parlé du PER, on aime bien conjuguer les deux. Tous les sous-jacents qu'on peut être amené à intégrer avec parcimonie et en diversifiant encore une fois dans ces supports-là. Merci aussi pour ta vue sur des marchés et toujours avec ta façon très engagée sur l'immobilier. C'est intéressant parce que c'est aussi ça qui va être moteur dans la réflexion que peuvent avoir les épargnants. Écoute, au plaisir de te retrouver peut-être en 3e saison sur mon podcast Patrimoine. En tout cas, ton retour sur l'année dernière et les enjeux de cette année est toujours très appréciable à avoir pour nos auditeurs. Un grand merci pour ta participation, Daniel. Merci Mathieu. Et à très bientôt à vous tous, auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à mon podcast Patrimoine pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci, à bientôt.